Salut à tous, c'est Pango de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui est la deuxième partie sur le deuil avec François. Je vous invite à vraiment voir la première vidéo si vous venez juste de tomber sur celle-ci. Là, on est sur cette notion de la personne endeuillée qui a vécu son deuil, parce que ça peut être pendant et après, et le retour à la réalité des personnes, de la systémie en fait, des personnes autour par rapport à ce rapport à la mort où en France, en Europe, on n'est peut-être pas forcément hyper à l'aise, et que quand quelqu'un a vécu, bah, là on parlait de deuil des enfants, quelque chose de lourd de cette façon-là, il y a une espèce de frise ou de malaise de la part des autres, et encore plus il y a l'aspect parent, parce qu'à un moment donné, il y a le réel, il y a le possible. Et si ça arrivait? Et si moi ça arrivait? Et ce qu'avait dit François sur la première partie, et que je trouvais hyper pertinent là-dessus, c'était c'est hyper européen cette notion-là. Parce que n'oubliez pas, avant on faisait 5 enfants, c'est pas parce qu'on aimait 5 enfants, hein, c'est parce qu'on voulait qu'il y en ait un ou deux qui puissent survivre pour pouvoir nous aider au champ et pour pouvoir s'occuper de notre retraite. Ce qui arrive encore dans beaucoup de pays où culturellement il y a un taux de mortalité infantile qui est important. On ne fait pas forcément des enfants parce qu'on est dans la joie, l'amour et la bonne humeur, hein. Donc ce retour à la notion de potentiellement l'enfant que je viens de faire naître va mourir, aujourd'hui on ne se le dit pas. Ça va être exceptionnel. Alors, il faudrait qu'on regarde les stats en France, mais ça reste assez bas. Alors que dans plein de pays, bah, c'est pas assez bas. Ça fait partie. Souvent, tu rencontres des copains du continent africain, ils vont dire mon frère, moi j'avais des frères, des sœurs, ils sont morts quand j'avais tel âge, quoi. Donc, en fait, ça va même plus loin, parce que il y a le taux de mortalité infantile est un signe de pays développés ou pas. Bien sûr, complètement, exactement. C'est ce qui est un indicateur d'évolution, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Exactement. Donc, le retour réel, ouais, cette notion, elle est intéressante parce qu'effectivement, comment une personne endeuillée arrive à gérer en fait la suggestion qu'elle donne aux autres, plus ou moins directement, parce que ça, c'est hyper complexe. En fonction de quand il est dans la restructuration, à la limite, ça peut peut-être le faire, mais pendant toutes les phases où il est, par exemple, en déstructuration, c'est super dur de se dire, je ne peux pas m'exprimer, donc je ne peux pas parler du lien que j'ai, du lien que je ressens ou du manque du lien que j'ai, parce que automatiquement, les autres vont être dans une espèce de tabou sémantique, dans un problème comportemental. Comment ça, tu le traites, tu le gères? Comment même toi, tu l'as vécu à ce moment-là, comme tu disais avec ton frère? Avec mes enfants. Oui, mais c'est ton frère qui n'était pas à l'aise. Mon beau-frère n'était pas à l'aise. Ton beau-frère. Mais toute ma famille n'est pas à l'aise avec ça. Il n'y a que ma mère qui est à l'aise avec ça. Ah ouais. Mais ma mère, elle est un peu perchée, tu sais. Ça aide. En fait, moi, j'ai rien fait parce que je n'avais pas identifié ça. Je ne D'accord. savais pas quoi faire. C'est ce qui m'a ensuite questionné sur les choses. Alors, moi, si tu es hypno, accompagnant, thérapeute, tout ce que tu veux, ouvrir la parole et expliquer à la personne que si les gens ne lui posent pas de questions, ne s'intéressent pas, c'est qu'ils ont peur ou c'est qu'ils n'osent pas. Et que c'est à nous d'ouvrir le bal. C'est à nous, les hypnos, d'ouvrir le bal et d'aider la personne à ouvrir la porte. Parce que on trouve toujours des gens qui sont prêts à boire un café avec toi, à passer un moment avec toi et à chialer avec toi. On trouve toujours. L'appréhension qu'on a, c'est qu'on fantasme la souffrance. C'est-à-dire qu'on fantasme l'intensité de la souffrance qu'on va ressentir à ce moment-là. Ok. Ouais. Quand on le libère. Tu vois, on a l'impression qu'on va être dépassé, que ça va sortir dans tous les sens. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'hypnos sont très mauvais pour accompagner le deuil. Encore une fois, je ne vais pas me faire des potes, mais vraiment, il faut arrêter de vendre du rêve. Il faut être prêt à accueillir cette souffrance et se dire qu'elle n'est pas la nôtre, mais qu'on a le droit aussi d'être touché par l'autre et que ça fait du bien à l'autre de se sentir touché. Et quand je te dis qu'on ramène à la réalité, c'est cette idée que on porte les personnes endeuillées
porte, d'une certaine façon, la réalité que la mort est là, partout, tout le temps. Et que ça, tu vois, là, on parle, il n'y a rien qui nous dit que dans 2 minutes, 3 minutes, on sera encore là. Là, on fait des projets. Tu m'as parlé de Nice pour l'année prochaine. Un truc qui arrive tous dans ma tête, c'est putain, j'espère que j'aurai la chance d'être jusqu'à là pour le faire. Bien sûr. Et ça crée quelque chose qui est assez angoissant au début. Les gens qui traversent le deuil sont confrontés à la réalité de la mort et du coup vivent des formes d'angoisse. Ouais, bien sûr. Et, les gens autour, c'est pareil. Donc, moi, ce que je préconise à ce moment-là, c'est quand même d'accompagner les gens à ou faire une lettre qu'ils peuvent envoyer à leurs proches en disant voilà, si des fois j'en parle pas, si des fois je suis pas bien, c'est que j'ose pas, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est comme quand on pose des questions à quelqu'un, pour quelle que soit la problématique, d'une certaine façon, on le questionnant, on lui dit aide-moi à t'aider. Et ben là, c'est ce qu'on fait. On va dire aux gens voilà, si vous voulez m'aider, vous pouvez faire ça. Passez-moi un coup de fil pour date anniversaire, passez-moi un coup de fil de temps en temps, ou si je vous appelle et que vous voyez que je suis un peu moins bien, allez-y, on ouvre la porte. Après, les gens, ils font pas, ça c'est un autre débat. Mais je pense que c'est à nous d'ouvrir la porte, de prendre la responsabilité d'ouvrir la porte. Parce qu'il y a une forme de pudeur et on ne peut pas reprocher aux gens ce mécanisme un peu inconscient de se dire oh là là, j'ai pas envie de me confronter à cette douleur. Mais en même temps, tout le monde vit des deuils. Enfin, de par notre naissance, on va vivre des deuils à longueur de temps. On va croiser des deuils, etc., etc. Ce qui m'intéresse là, c'est quoi? Ce que tu as soulevé, que je trouve intéressant, c'est que, bien sûr, l'hypno va permettre, hypno / accompagnant aidant, va offrir la possibilité, quitte à faire un reflet empathique, comme tu disais tout à l'heure, ressentir avec lui. Comment toi tu vois quand tu formes ou quand même toi tu le vis, le rapport transférentiel du rapport à la mort? Parce que autant on peut dire à chaque fois, on peut travailler sur des aspects de nous-mêmes, type, je sais pas, faille narcissique ou quoi, tu vois, les problèmes qu'on peut avoir, surtout les hypnos. Mais là, tout le monde le vit, le deuil. Tout le monde l'aura ou l'a vécu. Or, il y en a plein qui se sont même pas rendus compte qu'on peut encore traverser. Toi, comme tu dis, on ne sait pas le temps qu'on va mettre pour traverser le deuil ou le rapport à la mort ou la perte de lien ou le retour au lien. Toi, tous ces éléments-là. Qu'est-ce que tu pourrais indiquer ou partager pour ces hypnos, ces accompagnants qui, d'un coup, on leur dit salut. J'imagine, toi, il y a quelqu'un qui arrive qui te dit salut, j'ai perdu mes enfants la semaine dernière. Il y a peut-être un feedback qui arrive, logique, un process en interne. Comment tu gères ce rapport à la mort, sachant que c'est inéluctable, quoi. C'est un des trucs paradoxaux et un peu complexe. Moi, je me rattache au process. Ah ouais, ok. Toi, là-dessus, c'est ta structure qui prend le pas. Je me rattache au process. D'accord. Je me rattache au process et je dis, bon, là, c'est impact. Pourquoi? Le temps. Il y a une semaine. Ok, le mec m'en parle, la femme m'en parle, comme ça, dissocié. Ok, ça marche. Les émotions vont arriver. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous me rattache au process. Quand les gens me disent, ça fait 3 mois, 6 mois, ok, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour entretenir du lien? Quand je pose cette question. Ah, rien. Moi, j'évite d'y penser. J'ai rangé les photos. Tu vois, dans ma formation, j'ai enregistré des séances avec des gens en deuil et je commente les séances. En leur disant, là, il se passe ça, donc je vais faire ça. Et là, je pense à un mec qui s'appelle, je l'appelle Stéphane dans la formation. Stéphane, il a perdu sa maman. Et lui, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai rangé les photos, tout ça. Et tu vois, tristesse qui passe. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui se passe si vous regardez les photos? Tu recrées du lien, l'émotion, elle monte, tu dis voilà. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est sain. C'est sain. Cependant, c'est possible que dans quelques temps, vous ayez à traverser une période de moins bien. Et le mec me dit, ah bah oui, quand mon père est mort, le plus dur, c'était pas tout de suite, c'était 1 an après, j'ai fait un gros burn-out. Donc, quand il rentre dans des structurations à ce moment-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, quand tu parles de fuite recherche, notamment, c'est là tu vois, où tu peux pas faire l'impasse. À mon sens, maintenant, c'est facile à dire avec le recul, mais tu peux pas faire l'impasse de ces connaissances-là. Surtout que les gens, en fait, quand ils viennent souvent en cabinet, ils viennent pour arrêter de fumer, ils viennent pour des problèmes de comportement alimentaire, des angoisses, des machins.
tu grattes un peu, bon, tu tombes dessus. Alors après, on va me dire que c'est peut-être un biais de questionnement chez moi qui fait que je tombe là-dessus. C'est possible, hein, tu vois, vraiment. Bien sûr. Mais très souvent, enfin moi, des deuils, j'en ai quasiment quotidiennement. Tu vois, mais souvent, les gens, ils viennent pas pour ça. Et tout ce qui est autour de la périnatalité, du deuil périnatal, les avortements, les fausses couches, les interruptions médicales de grossesse, tout ça, tout ce que je joue chez une femme à ce moment-là, et ces femmes, elles sont parfois complètement isolées. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Parce que nous, les bonhommes, on est un peu cons avec tout ça, tu vois. Bien sûr. On ne sait pas approcher tout ça. Mais tu vois, là, on pourrait faire 2 heures de conférence sur le lien conjoint, mari, femme, enfin voilà, pendant le deuil. Bien sûr. Bien sûr. On ne fonctionne pas du tout de la même façon. Je m'éloigne un peu de ta question de base, mais la structure, c'est le, voilà, c'est le cadre. Le cadre, c'est la structure du process. Et on respecte le process. On respecte le process, c'est la clé. Donc là, on va en revenir là sur ce que tu es en train de dire, parce que moi, c'était un élément auquel je pensais. Je me dis, il y a beaucoup d'éléments où on va parler d'avortement. Donc, tu as des personnes qui, dès lors, sont dans une décision. Ouais. Et on revient à la culpabilité dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr. Quand même, dans un des moments où tu as ce rapport décisionnaire par rapport à toi, par rapport à ton corps, par rapport à la naissance, par rapport à plein de choses. Il y a souvent énormément de critiques, alors des critiques sociales, critiques religieuses, critiques plein de choses, puis après, parfois même de la proximité très proche, voire même du conjoint. Bien sûr. À ce moment-là. Est-ce que tu as justement l'impression, parce que pour moi c'est vraiment assez spécifique, c'est très compliqué les interruptions de grossesse, est-ce que tu vois, tu as les mêmes process dedans aussi, tu vois les mêmes, ou est-ce qu'il y a des éléments parfois dans ce type de choses qui est un peu particulier qui se rajoutent, alors rajouter est peut-être exagéré, mais... Alors structurellement, c'est un peu les mêmes choses. D'accord. Dans le grand process, ce qui change, ça va être les détails. L'aspect décisionnel déjà, ça c'est chaud pour une maman. Pour une maman, pour un papa, c'est pas pareil. Exactement, oui, tout à fait. Tu vois, un homme, d'ici qu'il intègre la grossesse, tu vois, il faut qu'il ait 7 mois, quoi. Ouais. Tu vois, chez une femme, c'est différent. C'est différent. Après, je suis pas un spécialiste de ça. Il y a Stéphanie Ayoun qui en parle très très bien. Il y a Chloé Elsner aussi qui parle aussi très bien de la périnatalité. Tout ça, moi, je suis pas un spécialiste de cette approche-là, donc j'ai évité de dire des conneries, tu vois, sur les spécificités. Mais dans les grandes lignes, c'est le même process. De façon plus méta, toi, depuis que tu bosses autant avec la mort, est-ce que ça t'a modifié ta perception de ce qu'est la mort et ton rapport propre à la mort? Ouais. Tu as des questions à la con comme ça. Non, elle est pas con la question. Je pense que ça a modifié mon rapport à la mort dans le sens où j'ai pris pleinement conscience que je vais y avoir droit aussi, quoi. Ouais. Tu trouves ça... Parce que moi, tu vois, c'est quelque chose que je vis très bien dans la notion, toi, depuis que je suis gamin, moi, je suis tout le temps, aujourd'hui, c'est peut-être ma dernière journée, je vais peut-être mourir. Ouais. Tous les matins, je me dis la même chose, tu vois, avec cette notion de, je peux crever n'importe où, ce que tu disais tout à l'heure. Quand je donne un truc, on va se voir à la convention 2024, trop bien, en me disant, mais ça se trouve, je ne serai pas là à la convention 2024, tu vois. Mais dans cette notion, le rapport à la mort, comment toi, tu l'as intégré, sachant qu'il y a la réalité, tu n'es plus dans une espèce de je le cache derrière plein de choses, le nid d'une certaine façon. Oui, j'ai une relation à la mort qui est souvent liée à beaucoup d'humour, en fait. Ouais. Ouais, j'ai un humour assez piquant là-dessus. Ouais. J'ai un humour assez piquant là-dessus. Et surtout à une forme de réalisme, quitte à ce que je choque des gens là. D'une certaine façon, c'est bien que mes enfants soient décédés. Parce que. Ouais, pourquoi, ouais. Parce que ça aurait été des légumes. Louise aurait été un légume. Et Lucien, éventuellement, peut-être, Inch'Allah, si tout se passe bien, il aurait passé son temps entre traitements, hôpitaux, grève de cœur. Ils sont partis à quel âge? Ils sont morts à quel âge? Ils avaient 5 semaines. Ouais, ils étaient tous 5 semaines. Et ce qui est intéressant aussi dans les gens qui traversent des deuils,
cette espèce de comparaison qu'ils ont entre eux. Qui a le plus souffert? Ah ouais. Qui a le plus... Et ça, je trouve, c'est une façon de se reconnaître. Tu vois, j'ai beaucoup fréquenté des groupes de deuil, parce qu'à un moment, j'avais envie vraiment d'aider et de proposer des offres, tu vois, pour aider les gens. Bien sûr. Bon, alors, par contre, dès que tu touches au genre deuil, tu dis, oh là, t'es un voleur, tu profites de notre malheur. Je dis, Ah oui. quand tu vas voir ton psycho qui te prend une semaine, toute une séance par semaine, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, gars, non, bon, bref, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin chez eux de parler, de se comparer. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, moi, j'ai perdu mon mari, il avait ci, d'une longue maladie, machin. Oui, moi aussi, j'ai perdu mon chien, il avait ci, ça. Moi, j'ai perdu ma femme, ça. Et c'est-à-dire qu'on les gens qui traversent des deuils sont parfois égocentrés, à juste titre. Bien sûr. À juste titre, attention. Hein. Et c'est cette comparaison avec une forme de reconnaissance de la souffrance qu'ils traversent. Cette reconnaissance que l'extérieur ne te donnera jamais. C'est d'abord à toi de reconnaître ce que tu traverses comme souffrance pour pouvoir vraiment la dépasser et la traverser. Ouais, c'est ce fameux, de toute façon, tu peux pas comprendre. Ouais, et c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais bien sûr. En plus, c'est unique par rapport à toi, quoi. Donc c'est vrai. Sûr. De facto. Bien sûr. Mais bien sûr, tu peux pas comprendre. Moi, quand les gens me disaient je comprends, ça me rendait fou. Mais ça me rendait fou, ça me mettait en colère. Mais c'était une faille. C'était une faille, une petite faille que j'utilisais pour que ma colère s'exprime. Bien sûr. Oui, c'est normal. Mais oui. En plus, dès qu'on décorrèle cette notion et qu'on dit, bah, il comprend, bien sûr qu'il sait très bien qu'il ne comprend pas ce que tu vis. Il comprend ce que tu es en train de lui expliquer à ce moment-là et l'ampleur que ça peut créer à l'intérieur de toi sans le vivre. Parce que, bah, justement, que ce soit un pote ou que ce soit un thérapeute, son but, c'est pas de vivre ce que tu es en train de vivre à ce moment-là du tout. Et en plus, c'est pas ce que tu as envie qu'il vive. Mais tu as envie que ce soit reconnu. C'est à ce moment-là, et c'est la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la reconnaissance te permet, toi, de garder encore un lien potentiellement. On se retrouvait dans la deuxième phase à ce moment-là, où on serait dans une espèce de fuite, de recherche. La reconnaissance? Ouais. En fait, arriver à reconnaître la souffrance de l'autre, c'est comme dire, c'est comme si tu allais voir un médecin, tu lui dis, putain, j'ai mal aux intestins, je sais pas ce qui se passe, il te des antibiotiques 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non. Reconnais que cette personne, elle a mal et va lui faire des examens complémentaires et peut-être que tu vas déceler un cancer du côlon. Bien sûr. C'est reconnaître la gravité de ce qui se passe pour l'autre, l'intensité de ce qui se passe pour l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est réhumaniser l'autre paradoxalement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que là, quand tu me parles de la mort, ça nous ramène à un aspect très, très humain. Ramener ce lien, ramener cette capacité à fuir, ce besoin d'être connu. En gros, l'humain, mais vivant, toi, reconnaître le vécu, la vie de la personne que tu as en face de toi. C'est quoi, Christophe? Moi, j'aimerais un jour qu'on me dise que il n'y a plus besoin de thérapeute et d'hypno et tout ça dans le business et que je suis obligé de fermer ma boutique. Parce que ça voudra dire, à ce moment-là, qu'on a recréé des liens interpersonnels, que les gens s'intéressent de nouveau les uns aux autres, que le voisin n'est plus une espèce de truc qu'on connaît plus ou moins, voilà, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et traverser un deuil nous ramène justement à ce lien-là. On parle juste d'humanité. C'est Jean Dupré. Alors, on aime ou on n'aime pas Jean. Moi, j'adore Jean, mais Jean Dupré il nous a dit, mais en fait, il m'a dit, en fait, pour ça, on est des prostituées. Les gens nous payent pour des relations. Alors, à un moment, il faut qu'on sorte des techniques, des protocoles et des machins, et qu'on crée cette relation avec l'autre. Et quand je parle de l'autre, c'est de la personne qui traverse un deuil. Cette personne, elle a besoin de relations. Elle a besoin aussi qu'on puisse entendre que des fois, elle a envie de s'isoler, que des fois, elle a besoin d'un coup de pied au cul aussi, des fois. Qu'on soit pas là pour être gentil avec elle et lui dire, ah, mon pauvre petit, machin. Oh, vas-y, avance. Regarde ce qui se passe d'après. Teste ce qui te passe après. OK? Et tu vas voir, tu penseras toujours à ton mari, à ta femme, à tes parents, à tes enfants. Ils seront toujours là. La mort, alors on le sait, hein, à partir du moment où on se rend compte de notre propre impuissance et de notre propre finitude, ça nous ramène au vivant, paradoxalement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de notre impuissance, finitude, c'est le rapport au lien
que peut-être la mort peut ramener à se dire, en fait, j'ai besoin d'être entendu, écouté, de me plaindre, de pleurer, d'être agacé, d'être énervé, d'être en lien, d'être écouté, d'être apprécié, d'être cajolé, etc., etc. Ça serait un des segments en plus, quoi, un des éléments en plus que peut-être la mort peut permettre, alors, de reconstruire, de redécouvrir, de réinvestir le lien. Exactement. Réinvestir du lien. Réinvestir du lien. Moi, je veux des gens qui font un boulot absolument super dans des assos. Ouais, ça va du lien, mais c'est du lien à soi-même. Bien sûr. Du lien à soi-même. Alors, tu sais, on a tous ces histoires de gens qui ont quitté leur boulot, tout ça, machin. Faut toujours, à un moment, savoir raison garder là-dedans. Parce que des fois, tu quittes ton boulot et tu te retrouves à la rue. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Cependant, on retrouve du lien à soi, à ses envies, à qui on est, tu vois. Et c'est important. C'est important. Et c'est là où notre boulot, il est de, au lieu de vouloir accélérer le process pour se valoriser, pour dire, regardez le boulot que j'ai fait en 3 séances, c'est réglé, ce qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et quand ça t'arrive, pose-toi la question de savoir comment tu as traité ton sujet, pourquoi tu l'as traité comme ça, et où en était ton sujet à la base. C'est ça, bien sûr. Où en était ton sujet à la base. Parce que si c'est un truc d'il y a 10 ans, que la personne elle est déjà en restructuration, qu'il y a un truc à fignoler. Exactement. Ouais, c'est comme un arrêt du tabac. Je fais en une séance. Ouais, ok. Ou moi, j'ai vu un truc, le mec il a arrêté de fumer au téléphone. C'est qu'il était mûr, en fait, le mec. Bien sûr. Bon, c'est que toi, tu es à la fin du chemin. Point. C'est tout, coup de bol. Oui, mais tu vois, moi, ça me rappelle toujours une belle histoire que j'avais eue avec une vieille dame qui avait 80 ans. On fait un travail, il y avait un truc à l'intérieur d'elle qu'elle n'arrive pas à exprimer, ok. On fait, tu vois, un truc tout bête en pré-test thérapie, ses mains se collent. Je dis, dis-moi la première chose qui te vient en tête. Elle me dit, j'ai pas fait le deuil de mon mari. Ok, il est mort il y a combien de temps? 40 ans. Bon, tu vois, c'est amusant parce que tu recrées du lien. Ouais, tu as le droit d'eux, tu peux, il est proche de toi à sa façon, etc., etc. Tu as une discussion. Et le fait de recréer juste ça, tu sens l'apaisement qui fait ah ouais, je pensais l'avoir oublié. Mais non, en fait, tu as oublié que tu n'avais pas encore complètement restructuré ton deuil et c'est ce lien que tu avais peur et il y avait quelque chose en toi qui. Et c'était toi, ça a duré 10 minutes. Mais parce qu'en fait, j'avais rien à faire. C'était juste, elle avait besoin de l'exprimer, elle avait besoin de se rappeler qu'en fait, elle était encore connectée à lui et que c'était pas mal, bien ou quoi que ce soit. C'était l'exprimer. Mais parce que elle a passé 40 ans de sa vie à travailler sur elle et à faire des trucs. Moi, j'ai rien foutu à ce moment-là. C'était facile. C'est elle qui m'a tout dit. Et je trouve des fois, on s'accorde des espèces de pouvoirs qu'on n'a pas, tu vois. Après, il y a un truc que moi j'aimerais aborder, si tu le permets. C'est tout ce qui est autour de la voyance et de la médiumnité. Il y a sûrement des gens qui font un excellent travail là-dedans. Tu vois, qui ont certainement des dons, des talents, je sais pas. Moi, j'aimerais inviter les hypnos à se dissocier un petit peu de ça. C'est-à-dire, en gros, les personnes qui feraient de l'hypnose spirituelle, l'hypnose en contact avec les morts, c'est quoi? Déjà, quand je dis se dissocier de ça, c'est être très prudent dans les propos qu'on a vis-à-vis de ça, parce qu'on peut vite tomber dans une espèce d'effet Barnum, tu vois. Bien sûr. Parce que, moi, à chaque fois que je vais faire à des voyants, un truc comme ça, des médiums, tout ça, parce que à un moment, à chaque fois, j'ai eu les mêmes choses. Oui, ça va bien, c'est sympa. Et du coup, je te raconte une anecdote. Moi, j'étais en cabinet et Anna est témoin. Ouais, Anna est témoin. Arrive une Asiate qui se pose, on discute, tu vois. Et on commence à faire la séance et elle me dit, je vois des enfants, je vois le 27, le 3, le 78, c'est ma date de naissance. Tu vois. Oh, elle est en train de me dire, il faut nous aider à passer. Putain, mais elle me connaît pas, la meuf. Comment elle sait ça? Je suis en panique. Tu sais quoi? Et je suis solide. Franchement, je suis solide. Mais là, déstabilisé complet. Déstabilisé complet. Et elle me dit, mais vous avez des enfants, ils sont. Oh, what the fuck? Elle était sous hypnose. Mon cul était sous hypnose. Bref, peut-être, on ne sait pas. Et
Elle me dit, ils vont bien, il y a ci, il y a ça, nanana, nanana, nanana. Je vais quand même payer la séance, parce que moi, j'ai passé une heure avec elle, tu vois. Et j'ai des séances derrière qui arrivent, tu vois. Et je suis incapable, tu vois. Je fais une pause, je suis écouté, il faut que j'appelle Anna. Et, et elle me dit, attends, respire, François. Tout ce qu'elle t'a dit, ça se trouve sur Internet. Oui. Ouais. Tout ce qu'elle t'a dit, elle peut te le prouver? Non. Voilà. Sauf que notre cerveau, il préfère, je crois que ça s'appelle l'effet Barnum, dès qu'on dit des trucs sympas, il a envie de les entendre. C'est vrai que c'est le plus sympa de se dire, ah, mon conjoint, il est au bas, comme j'ai vu des fois sur les groupes Facebook, ça. Mon conjoint, il est dans une Ferrari, une voiture de sport, ça se passe bien pour lui là où il est, tout ça, c'est trop bien, plutôt qu'il est au fond du trou, dans une tombe. On préfère cette vision-là que l'autre. Et je pense que c'est notre devoir de mettre en garde avec ça et de ne pas jouer là-dessus. Je dis, il y a certainement des gens qui font du super boulot, hein, dans médiumnité, tout ça. Je ne suis pas suffisamment connaisseur. Par contre, je sais quand même, il y a des sacrés trous de cul qui, voilà. Parce que ça allait loin avec cette cliente, parce que moi, je suis solide et franchement, sur le coup, tu perds le contrôle complet. Émotionnellement, quand tu es chaud, quand tu es chamboulé, bien sûr. Oh, tu es chamboulé complet, tu vois. Et elle avait installé un truc avec des copines à elle qui venaient me voir en séance, tu vois, tu vois, il y avait un truc comme ça là-dedans qui revenait dans une espèce de redondance. C'était très, très malsain. Je pense qu'en tant qu'hypno accompagnant, nous, on doit faire attention à ça. Et on doit prévenir les gens de ça. C'est bien d'avoir des nouvelles. Si on peut, c'est chouette. Cependant, attention à l'effet Barnum et attention à ce qu'on véhicule, ne serait-ce que pour la crédibilité de notre métier. Bien sûr. Voilà. Mais si tu veux, on fera parce qu'il y a un autre podcast, tu vois, en parlant un petit peu d'hypnose spirituelle et autres, qui, comme tu dis, à partir du moment où ça fait du bien aux gens, c'est intéressant, mais aussi tous les biais que ça peut créer chez beaucoup de personnes, et pas que en bien, parce que souvent les gens vendent ça comme c'est super, il a pu reparler avec l'âme de son mari, de sa femme, de ses enfants. Ok, moi j'ai vu des choses où ça leur a pas fait du bien du tout, voire même ça donne des états schizoïdes un petit peu galères pour les gens, c'est un peu dur à gérer. Mais ça, on pourra se refaire un podcast peut-être un peu plus spiritualité, mort, spiritualité, hypnose spirituelle, quoi, etc. Si ça te va. Pour conclure, est-ce que tu peux redonner un petit peu tes formations? Est-ce que tu les fais, ton site internet et tout? Comme ça, je pourrais tout noter tranquillement. Alors moi, j'ai une formation qui est sur Cuneo qui s'appelle Accompagner le deuil. Okay. On va modifier des choses dessus parce que je vais faire un truc un peu plus simple avec juste une mind map en fait. Et dedans, il y a les différentes étapes, des extraits de séances. Il y a en fait tout pour comprendre le process. Je ne me cache pas, c'est aussi très inspiré de mon vécu. Bien sûr. De ce qui s'est passé pour moi. Il y a des choses autour du couple, il y a des choses autour de la relation aux autres, voilà un peu comme on a parlé. Donc ça, c'est une formation en ligne. Des formations en présentiel, pour l'instant, j'en ai pas de prévu parce que j'en ai fait une, c'est plutôt bien passé, mais pour l'instant, je prends pas le temps de faire ça. Si par exemple des groupes de personnes sont intéressés, je sais pas, n'importe où en France, tu serais prêt toi à faire avec plaisir. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à contacter si vous avez si c'est un thème qui vous intéresse, vous voyez un minimum pour qu'il y ait un minimum de personnes et qu'ils puissent avoir tous ces défraiements, etc. Mais comme ça peut être intéressant aussi de l'inviter. C'est ce que je t'ai dit en début de podcast. Moi, tout ce qui peut faire avancer la cause de l'accompagnement du deuil, je le fais avec plaisir. Mais je trouve que la formation en ligne, c'est cool, sympa. Voilà, c'était essentiellement le truc de formation. Mon site, c'est hypnose-saint-etienne.com. D'accord. Voilà. Mais en ce moment, je ne communique pas trop dessus, en fait. Je pense que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Ça, parce que j'ai pas l'impression que les hypnos, ils ont envie d'une formation comme ça. Tu vois, je sais pas s'il y a une vraie demande pour une formation comme ça. Je sais pas. Moi, je pense que tu es dans un process, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est tabou, parce que il y a plein d'hypnos qui n'ont certainement pas fait leur deuil sur plein de choses. Donc il y a un malaise, tout simplement, tu vois, pas à l'aise avec ça. Et c'est plus sympa de faire un hypnose spirituel avec un truc un peu jovial et sympathique que passer par
du dépôt de contenu, accepter d'entendre des gens qui vont pas bien, les accompagner dans tout ce que tu viens de dire. Ça demande une posture qui est complexe et qui parfois est plus complexe que se dire, bon, dans quelques instants, je vais simplement te faire t'éveiller et tu vas te connecter à 2 anges et parmi ces gens, je vais y avoir derrière lui, tu vois, quelque chose. Ce qui est assez cohérent, mais moi je pense qu'au contraire, c'est un sujet qui peut vraiment, vraiment intéresser, surtout que tu l'as structuré, tu l'as travaillé, donc autant prendre les leviers que tu as déjà, toi, mis en avant pour que ça se développe le mieux possible. Et c'est juste, là je pense que c'est de la com. On sait bien, l'un des leviers c'est la com, mais je pense que c'est un thème qui intéresse, parce que tout le monde est confronté à la mort et on est tous en cabinet avec des personnes qui ont eu des deuils. Moi, j'ai posé une question un jour à Christophe Forêt dans un podcast qui, lui, la question que je pose, c'est quand il y a des gens, c'est un truc qu'on retrouve souvent, des gens ont l'impression qu'ils ne veulent pas avancer, qu'on peut avoir envie de les booster. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Il m'a dit, j'ai pas envie de parler à ces gens-là, j'ai envie de parler aux thérapeutes qui doivent plutôt observer les histoires de contre-transfert et que ça doit être abordé en supervision. Bien sûr, bien sûr. Il m'a bugué, Christophe, tu vois. Je fais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est abordé en supervision, effectivement. Je crois aussi que les hypnos, on doit accepter que le process est plus fort que nous. Bien sûr. Si on va rester là-dessus, c'est que le process il est plus fort que nous. Et qu'on doit le connaître pour bien l'accompagner. Yes. Bah, ce sera les mots de la fin. Juste un tout dernier mot de la fin qui est tu fais aussi des spectacles cet été? Ouais, les spectacles cet été. Donc, j'ai une bonne vingtaine de dates. Donc, ça aussi, ils peuvent le trouver sur ton site ou pas, ça? Tes dates? Ouais, j'ai un site, tu vois, mais je vais dans les campings. Ouais, mais il a des thèmes sympas, hein. Quoi, il a des trucs là avec le ciné qui a l'air bien cool. Enfin bon, moi je vous invite à aller sur son site, de le contacter si vous avez des questions et si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et de toute façon, je pense qu'on reprendra le temps pour se refaire un podcast encore peut-être avec la spiritualité et autres. Ça pourrait être marrant aussi d'amener Anna, qu'on se fasse un podcast à 3 et il faudrait qu'on se fasse le podcast qu'on avait dit sur l'argent et les hypnos. Combien gagnent les hypnos? Parce que le mythe des hypnos qui sont multimillionnaires, il y en a, hein, mais la plupart, on n'est pas hyper riches de la mort et ça serait bien qu'on soit plusieurs à papoter un peu d'argent. Mais grave, c'est un sujet tellement intéressant. C'est super. Et puis ça donnerait une espèce de structure de départ pour les personnes qui se lancent dans l'accompagnement à se dire, OK, combien je pourrais me faire à peu près par mois, combien j'aurais de patients sur une année, les moments up, les moments down, etc., comment je peux gérer. Et on en avait déjà parlé, je sais qu'Anna avait balancé un message sur Facebook, mais ça a pas pris. Je pense qu'on faut pas faire ça à trop nombreux, quitte à le faire plusieurs fois, mais tu vois, 3-4 à chaque fois, et puis on papote un petit peu de combien ça te rapporte, où, quand, comment, où est-ce que tu as le plus d'argent, le moins, le type de patient que tu as, etc. Ça pourrait aider, je pense, les personnes qui se lancent, donc ça pourrait aider le podcast d'Anna et puis en général les personnes qui veulent se reconvertir. Yes. Ça marche, avec plaisir, Franck. Merci pour l'accueil, c'est cool. Et puis, comme d'habitude, c'est des questions, on les partage sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible et ne prenez que ce qui est juste pour vous tester, analyser et conclure. Ciao. Salut. Salut.